Donc, bonjour ou rebonjour. Je m'appelle Daniel Teixeira, je suis votre professeur de littérature française Panorama ce semestre. Donc là, on est le 22 juillet 2021, mais là, on commence le premier semestre de 2021, n'est-ce pas, à cause de cette histoire de la pandémie du Covid. Euh, donc, je crois que je vais commencer par la présentation peut-être je vais commencer par, au lieu de présenter les cours, je vais présenter notre salle virtuelle sur Teams. Je sais que là, vous êtes déjà un peu plus habitué à, à cette plateforme, parce que soit on utilise la plateforme Teams, soit on utilise la plateforme Aprender, c'est comment ça s'appelle? Il y a un autre nom pour cette plateforme Aprender, Moodle, n'est-ce pas? Euh, Pardon? Non, j'avais parlé Moodle aussi. Ah oui, voilà, exactement. Merci. À 8 heures du matin, la tête ne marche pas très bien, pas encore. Et donc, ce que je fais ici, c'est de projeter notre salle virtuelle telle comme vous la voyez. Et je vais juste vous montrer deux, peut-être deux petits trucs. Donc, nous avons ici l'onglet Postages. C'est où on échange des messages directement. C'est où je partage les liens des cours sur YouTube. Je vous laisse un message pour vous indiquer une lecture ou n'importe quoi. N'est-ce pas? Toute communication faite pendant le semestre, on fera ici. Et puis, juste à côté, nous avons l'onglet Archives. Pardon, il y a quelqu'un avec le micro ouvert. Je vous demande de vérifier et, euh, et de fermer le micro, s'il vous plaît. Et donc, dans l'onglet Archives, il y a ici un fichier matériel de aula. Et dans ces fichiers, il y a, les fichiers de toutes les unités de secours. D'accord? Donc, je les ai déjà remplis avec les livres, les textes qu'on va utiliser. Et voilà, donc ici, dans cet onglet Archives, puis matériel de aula et les fichiers des unités, vous retrouvez tous les matériels qu'on va utiliser pendant le semestre. Et dans le fichier introduction, vous trouverez le programme du cours que je vais présenter tout à l'heure. D'accord? Il est juste ici, c'est le premier document disponible. D'accord? Et ici, dans cette colonne à gauche, vous avez les canaux, n'est-ce pas? Le canal général, c'est celui qui donne accès aux archives, aux messages échangés. Important aussi, dans ce canal général, c'est où vous allez retrouver le les liens des réunions comme celle d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je fais comment on dit ça, les rendez-vous, n'est-ce pas? Je fixe les rendez-vous et vous voyez là le cours, quoi. Le lien qui donne accès au rendez-vous du cours, la réunion. Et puis ici, nous avons d'autres canaux. Vous avez le premier, c'est Sartre, Jean-Paul Sartre, L'enfance d'un chef, puis Francis Ponge, Les partis pris des choses, Ionesco, Rhinocéros, ensuite Marguerite Duras, Hiroshima, mon amour, et Rob Grillet, Souvenir du triangle d'or. Je vous explique après de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Ces canaux-là. En fait, ce sont des canaux créés pour la discussion des œuvres de la dissertation, ce que je vais expliquer à la fin du programme, du cours.
Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à la salle virtuelle sur Teams ou non? Je pense que maintenant, vous êtes déjà, vous connaissez bien ce système, cette plateforme, n'est-ce pas? Voilà. Ça va. Donc, ça va. Donc, j'arrête ici le partage d'écran et je vais projeter le programme du cours. J'ai quand même quelques nouveautés au niveau des documents PDF. Comme vous voyez là, j'ai réussi à faire un petit truc parce que j'avais ces livres-là, j'utilisais le livre. En fait, j'avais le livre sur Kindle et pour organiser les documents pour les cours, je devais faire des prints, des pages et organiser tout ça après. C'était horrible. Et j'ai réussi à transformer le livre Kindle dans un PDF, donc ça a amélioré la qualité du document. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse maintenant, c'est plutôt le programme du cours. Donc, je zoome et comme ça, vous pouvez bien voir les informations. Tout d'abord, avant d'entrer dans l'explication du programme, je vais dire un mot sur la conception ou l'idée de ce cours de panorama de littérature française, parce que là, je n'ai pas vérifié dans les inscriptions, mais j'imagine que vous venez de formations différentes, licenciatura, bacharelado, traduction, peut-être il y a ou un autre élève de langues étrangères appliquées, n'est-ce pas? Mais la plupart, en gros, vous venez de licenciatura, bacharelado et traduction français. Et je ne sais pas si ce cours-là, c'est le premier cours de littérature française que vous suivez. Et à la base, dans un monde idéal, on aurait dû faire ou on aurait dû suivre d'abord ce cours de panorama et après les autres. Mais je sais que ce n'est pas ça qui arrive, n'est-ce pas? Vous n'avez pas toujours l'occasion de suivre d'abord le cours de panorama de la littérature française, parce que vous savez que nous avons cette organisation des cours de littérature par rapport au genre littéraire. Donc, vous avez un cours de théâtre français, normalement c'est avec la professeure Gloria. Vous avez roman, ce semestre qui offre les cours de roman, c'est le professeur Sidney. Nous avons aussi le cours de poésie, qui n'est pas offert ce semestre. Et ça, et le cours de panorama, évidemment, ce sont les 4 cours de littérature française obligatoires pour les élèves de licenciature. Pour les élèves de traduction, si je ne me trompe pas, vous pouvez choisir n'importe quel cours de littérature, n'est-ce pas? Et pour les élèves de bacharelado, vous avez encore les cours de critique que j'offre ce semestre. Nous avons cours tous les mardis. C'est le chat qui entre. Et donc, vous avez comme cours obligatoire les cours de critique littéraire. Vous avez aussi le cours de contextos culturais da littérature française, qui est offert ce semestre par le professeur Sidney, si je ne me trompe pas. Vous avez aussi l'option de littérature de langue française 1 ou 1, 2 ou 3, c'est-à-dire Amérique, Afrique, qui est offert là par la professeure Gloria ce semestre, et il y a encore littérature d'Europe,
d'autres pays francophones d'Europe, comme le Luxembourg, la Belgique. C'est ça, le Luxembourg et la Belgique. Et je fais un peu j'explique un peu le cursus, le parcours que vous pouvez suivre ici, pour expliquer un peu la dynamique ou, comme je disais tout à l'heure, la conception de ce cours de panorama. Parce que l'idée, comme vous savez, faire tout un panorama détaillé de la littérature française en 3 mois et demi, c'est pas possible, n'est-ce pas? Il y a trop de choses, donc il faut choisir ce qu'on fait. En plus, et dans cette obligation de choisir, comme vous savez, moi, ceux qui ont déjà suivi des cours avec moi, j'ai une tendance à privilégier la littérature contemporaine et moderne, n'est-ce pas? Et je laisse de côté un peu le Moyen Âge, parce qu'il faut faire un choix quand même. Et voilà. Et donc, comme nous avons aussi, comme je vous ai dit, vous avez d'autres cours concentrés dans d'autres genres littéraires, comme le roman, la poésie, le théâtre. J'essaye aussi de privilégier dans ces cours de panorama aussi d'autres types de textes littéraires qui ne vont pas forcément entrer dans les autres cours de littérature. Raison pour laquelle je vais vous faire lire, par exemple, des lettres, des essais, de l'autobiographie, des poèmes en prose, des manifestes aussi, des pamphlets un peu plus politiques. Donc, j'essaye quand même de vous apporter ici d'autres sortes de textes littéraires ou autour de la littérature, n'est-ce pas? Voilà, parce que je pense à cette idée d'un panorama de la littérature et aussi j'essaie quand même d'introduire quelques aspects des études littéraires, de ce qu'on peut faire dans les champs d'études littérature, n'est-ce pas? Parce que la littérature ne se résume pas à la fiction, par exemple, ou à la poésie lyrique, n'est-ce pas? On peut étudier les lettres d'un écrivain à un autre, on peut étudier les journaux intimes des écrivains, les cahiers de notes, etc. Donc, j'essaye aussi de vous offrir cette panoplie, cette variété de textes. Cela dit, donc, encore une autre particularité. Quand on, peut-être, là, je vois ici Raphaël, et chaque fois que j'ai une question qui fait référence aux études de l'histoire, je pense à Raphaël. Et Raphaël, je pense qu'on a quand on parle de didactique, de l'apprentissage de tout événement historique, on met en question aussi la possibilité d'étudier de façon chronologique ou pas chronologique, n'est-ce pas? Et ce semestre, j'ai décidé de refaire exactement, de faire l'inversion, parce que le semestre dernier, j'avais décidé de faire de façon chronologique. Donc, on a commencé avec l'humanisme au XVe siècle, XVIe siècle, XVIe siècle. Et ce semestre, je vais commencer au XXe siècle. Je ne vais pas faire totalement la marche en arrière, mais je commence au début du XXe siècle jusqu'à
quelques moments précis du XXe siècle, puis on recule au début du XIXe siècle, et puis au XVIIIe siècle, etc. Et je vais le faire comme ça parce que ça se justifie aussi par rapport à la dissertation. Ce travail final que vous allez faire, parce que toutes les œuvres de la dissertation, ce sont des œuvres du XXe siècle. Donc, je préfère concentrer et aussi, ça c'est aussi une information importante, on aura beaucoup plus des cours sur le XXe siècle que sur les autres siècles. Donc, je veux quand même vous préparer avec les contextes et d'autres informations sur le XXe siècle pour vous permettre après, pour vous aider avec la dissertation, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire ou pas? C'est bon, merci. Et le semestre dernier, je regardais une live sur Internet. C'était pas une live, c'était une espèce de séminaire offert par un psychanalyste. Et il a parlé de quelque chose que j'ai trouvé intéressant, parce qu'il a dit que la formation en psychanalyse n'est pas affaire d'un cours, mais d'un parcours. C'est-à-dire que quand on suit un cours de psychanalyse, par exemple, on ne va pas épuiser, on ne va pas tout étudier, parce que c'est impossible. Et cette question, la formation en psychanalyse, c'est quelque chose qui reflète le parcours d'études d'une personne. Et ce parcours, il est individuel en quelque sorte, n'est-ce pas? Et j'utilise cette vision, cette image utilisée par ce psychanalyste pour parler de la littérature aussi, n'est-ce pas? Ce panorama de la littérature, c'est une vision générale sur quelques moments précis de l'histoire de la littérature française, n'est-ce pas? Donc, ici, vous allez, j'espère, vous donner peut-être les goûts de la littérature et vous indiquer quelques directions que vous pouvez suivre après dans vos études, dans vos intérêts, selon vos intérêts, n'est-ce pas? Donc, c'est ça l'idée. On n'a pas l'intention de tout voir, de tout étudier parce que c'est impossible, n'est-ce pas? Et la lecture littéraire, c'est un art en quelque sorte temporel, c'est-à-dire que nous avons besoin de temps pour commencer et finir la lecture d'un livre, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme un tableau, une image, par exemple, qu'on arrive à voir d'un seul coup la totalité de l'œuvre, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, si vous n'avez plus de questions, je commence ici par expliquer le programme et vous présenter le programme du cours. Nous avons ici les informations. Donc, je vais 2 secondes parce que je vais utiliser un outil ici. Donc, cet accord de l'UNID pendant cette période des cours en ligne, comme vous savez, là c'est un peu répétitif parce que nous sommes déjà dans le 3e semestre, mais je peux le dire quand même. Nous avons décidé de faire d'avoir cours une fois par semaine, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le problème de connexion, il y a le problème de la concentration face à un écran. Et voilà, donc, malgré le fait que ce cours serait ou aurait lieu mardi et jeudi,
Quand même, je vais concentrer les cours tous les jeudis de 8h à 10h. Mais aussi, je vais vous envoyer des cours, des cours vidéo que j'ai déjà organisés. Je vais vous repasser la playlist avec plusieurs conférences, cours vidéo. C'est un matériel complémentaire pour les cours. D'accord? Par contre, je crois qu'il y aura peut-être une séance débat que je vais faire avec vous, qui aura lieu un mardi. Mais je vous explique, je vous le dis après, parce que aujourd'hui, c'est juste la présentation du cours, et puis nous aurons 15 cours ensemble, n'est-ce pas? Mais il faudra, comme il y a beaucoup de choses à voir, je n'ai pas réussi à ouvrir l'espace dans ces 15 cours pour faire une séance de débat sur les œuvres de la dissertation. Et pour cette raison, on le fera un mardi, mais je vous dis les jours précis, ou précisément après. Cela dit, donc, nous avons ici l'introduction à la littérature française, à l'histoire littéraire de la France, un mouvement, auteur, texte et textes les plus représentatifs du Moyen Âge au XXe siècle. Ici, comme vous voyez, c'est un texte standard. Du Moyen Âge, non, on va de la Renaissance au XXe siècle. D'accord? Il y avait une autre information. Ah oui, je me concentre ici aussi sur la littérature française. Peut-être parce que c'est la littérature de langue française la plus systématisée, et aussi parce que vous avez les autres cours de littérature africaine, de littérature des Amériques et d'autres littératures européennes, pour parler précisément de ces autres littératures. Donc ici, je préfère me concentrer sur la littérature française, sans faire une preuve de valeur entre ces littératures. Et voilà, c'est tout. Ah, non, c'était une information importante. Pour les élèves de licenciature et peut-être traduction et langues étrangères appliquées, sachez que ces disciplines obligatoires au bacharelado, comme critique, contextos, littérature des Amériques, des Afriques, etc., vous pouvez les suivre comme option. D'accord? Donc, je vous encourage à le faire pour surtout ceux qui aiment bien la littérature, ça vaut la peine. Et pour les autres, c'est l'occasion d'avoir encore une discipline en langue française, n'est-ce pas? Donc, parce que, je sais pas, certains parmi vous commencent à l'université sans avoir jamais eu contact avec le français avant, donc vous apprenez le français dès les débuts à la fac, et je pense que c'est une bonne occasion de avoir cette immersion dans la langue française. Donc, profitez de cette possibilité, surtout si la littérature vous intéresse, pour suivre des cours comme critique, littérature africaine, etc., comme option. D'accord? Ça va entrer dans les activités complémentaires et options. Objectif du cours. Voilà. Faire un panorama général de la littérature française et de son histoire depuis les débuts jusqu'à nos jours. Et en fait, l'ordre sera de nos jours jusqu'au début, les débuts Renaissance. Voilà, je vais vous présenter aussi un petit peu la semaine prochaine, entrer dans quelques... Je vais faire quelques commentaires généraux sur l'idée de l'histoire littéraire aussi, pour vous expliquer un peu
l'organisation des phénomènes ou des œuvres des auteurs littéraires sous la forme d'une histoire littéraire. D'accord? Je vais entrer un peu dans ces débats un peu plus méthodologiques. Deuxième objectif, approcher les enjeux de l'histoire littéraire française en rapport avec l'histoire sociale et politique de la France. Ça, c'est quelque chose que j'insiste, ou à laquelle j'insiste, ou sur laquelle j'insiste, parce que moi, personnellement, j'aime bien percevoir ou j'aime bien comprendre l'œuvre littéraire comme un phénomène individuel, psychologique, mais aussi social. D'accord? Donc, même si on verra, par exemple, dans le romantisme, l'idée du génie de la création, c'est-à-dire un écrivain qui a un génie, qui est capable de faire une œuvre à partir tout simplement de sa subjectivité. Cette subjectivité, elle est placée dans un temps historique, dans une société, etc. Donc, j'aime bien faire ces rapports entre l'histoire de littérature et l'histoire sociale et politique, quand ça c'est possible. Troisième objectif ici, comprendre la constitution des genres littéraires en langue française, leurs mouvements et leurs caractéristiques au cours des temps. Parce que, comme je vous ai dit aussi, dans cette idée de l'histoire littéraire, ça c'est quelque chose d'intéressant à discuter et on appelle en théorie littéraire cette notion de valeur, la valeur littéraire. Et comme je viens de dire, de parler ou d'informer qu'il y a cette connexion entre l'histoire littéraire et l'histoire sociale politique, par exemple, et même l'histoire privée, des vies privées, n'est-ce pas, avec la littérature. La littérature aussi, elle a son histoire autonome, peut-être qu'on peut appeler l'histoire des formes littéraires, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de voir que quand on parle de valeur en littérature, on parle assez souvent de valeur esthétique de l'œuvre, c'est-à-dire par rapport à la forme, mais assez souvent, les critères de forme, d'esthétique littéraire, elles ont aussi un composant ou un aspect politique derrière, n'est-ce pas? Raison pour laquelle j'aime bien essayer de comprendre l'évolution des formes littéraires, mais quand on parle d'évolution, peut-être c'est pour ça que je parlais de valeurs, c'est pas que ce qui vient après est meilleur que ce qui est venu avant, n'est-ce pas? La littérature grecque ancienne, classique, antique, elle ne perd pas sa valeur littéraire. On est capable de lire une tragédie de Sophocle, par exemple, et de l'apprécier encore aujourd'hui. Et cette pièce de la Grèce ancienne va nous apporter quand même une connaissance, une réflexion sur la vie, etc. Donc, quand on parle de valeur, c'est plutôt de valeur en littérature, c'est plutôt cette idée peut-être de la capacité d'une œuvre spécifique à générer ou à proposer une réflexion autour de cette œuvre, autour de la forme et autour du contenu de l'œuvre littéraire. Donc, peut-être au lieu de dire évolution littéraire, on peut parler de transformation ou de progression, je ne sais pas, quelque chose comme ça, n'est-ce pas?
parce que c'est ça. D'une certaine façon, quand on est dans cette perspective historique de la littérature, il faut faire attention pour ne pas mettre en valeur de cette façon, n'est-ce pas? Que surtout, ça c'est surtout une idée d'évolution scientifique, n'est-ce pas? Que la dernière parution, la dernière découverte, d'une certaine façon, annule ou invalide les autres, parce que les autres vont perdre leur valeur, n'est-ce pas? Pensez à vos smartphones, par exemple, n'est-ce pas? Peut-être si vous êtes un peu plus vintage, vous aimez bien voir un vieux Nokia, n'est-ce pas? Parce que vous allez dire, oui, un portable Nokia, je le chargeais une fois par semaine et la batterie durait une semaine. Et aujourd'hui, les smartphones que nous avons, parfois, plus qu'une fois par jour, il faut recharger le portable. Donc, vous voyez, c'est un exemple de valeur scientifique, en quelque sorte, qui met les choses en valeur, n'est-ce pas, de cette façon. La dernière découverte, dans une certaine façon, invalide les précédents. Et cela n'arrive pas en littérature, n'est-ce pas? Les œuvres littéraires, elles sont toujours en confrontation. Parfois, il y a même un dialogue entre elles sous la forme d'intertextualité, etc. Donc, ça, c'est une particularité. Donc, la valeur de l'œuvre n'est pas tout simplement par rapport à cette idée de la plus contemporaine est meilleure que la plus ancienne, n'est-ce pas? Parce que, voilà, ça, on va parler de valeur, surtout selon cette conception de capacité d'une œuvre à proposer une réflexion, une expérience esthétique aussi, etc. D'accord? Donc, voilà la raison pour laquelle je fais ce parenthèse à cause de cet objectif. Comprendre la construction des genres littéraires en langue française, leurs mouvements et leurs caractéristiques au cours des temps. Et puis, voilà. Je profite ici de l'idée de mouvement pour expliquer aussi une autre particularité de ce cours de panorama. Parce que quand j'offre les cours de roman ou de poésie, j'essaye d'entrer dans la particularité du genre, n'est-ce pas? Et de vous proposer une expérience de lecture individuelle de l'œuvre, sans trop penser à cette connexion historique de l'œuvre, n'est-ce pas? Et ici, non. Ici, nous avons ce parcours historique à faire. Et d'une certaine façon, je vais privilégier, peut-être pas privilégier, mais je vais mettre en relief quand même les caractéristiques générales des mouvements littéraires. Les romantismes, le réalisme, parce qu'ici, on cherche une vision un peu plus globalisante de l'histoire littéraire. Raison pour laquelle on va essayer quand même, parce que ça, on verra d'une certaine façon, par exemple, au romantisme. Tous les poètes romantiques ne vont pas écrire de la même façon, ne vont pas explorer les mêmes sujets, les mêmes thèmes, les mêmes thématiques, n'est-ce pas? Donc, dans un mouvement, les mouvements, c'est ce qu'on appelle un mouvement, par exemple, le romantisme, c'est
certaines caractéristiques générales qu'on est capable de retrouver dans tous les écrivains. Mais chaque écrivain, chaque poète romantique aura sa particularité, son individualité, son style propre. Donc, dans ces cours de panorama, comme on a ce biais ou cette vision historique, c'est important aussi d'essayer de voir les choses d'une façon d'ensemble, n'est-ce pas, de conjoint. Ouais, voilà. Et puis, un autre objectif, je passe ici, étudier et analyser quelques œuvres significatives au sein de la littérature française. Évidemment, donc, je vais faire le choix de certaines œuvres et finalement connaître ces auteurs majeurs, introduire les techniques de la dissertation littéraire et de l'exposé oral. Je ne vais pas entrer dans les détails de la dissertation et de l'exposé oral. J'explique à la fin parce que ça, c'est un peu plus complexe. Et je continue. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Non? Avançons. Voilà, donc ici, le programme. Voilà, voici le programme. Donc, la semaine prochaine, je vais faire un cours d'introduction dans lequel je vais parler de qu'est-ce que la littérature, le concept de littérature dans la modernité et ce qui était la littérature avant la modernité aussi, n'est-ce pas? Surtout parce que peut-être la conception moderne de littérature va prendre forme au XIXe siècle. Donc, on avait quelque chose avant le XIXe siècle qui était appelé autrement. D'accord? Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'est la littérature aujourd'hui et ce qui était avant, évidemment. L'histoire de la littérature et l'histoire littéraire. Peut-être que je ne vais pas entrer trop dans la particularité de ces deux conceptions, mais je vais quand même parler un peu de la méthode de l'histoire littéraire. Je vais expliquer aussi les différences entre les écoles, les courants et les mouvements. Et je vais parler aussi un petit peu des genres littéraires, d'accord, sur les théories des genres littéraires. Évidemment, je vais faire ça de façon bien introductoire, d'accord. Et je vais faire ça dans un seul cours. Assez souvent, je fais en plusieurs cours, mais quand même, on est un peu chargé dans ces programmes. Et donc ici, ce sont les lectures suggérées. Je vais quand même vous indiquer quelques textes à lire pour la semaine prochaine. Pas des textes à lire, je vais choisir un texte à lire et peut-être... mais c'est ça en fait. Je vais utiliser certains extraits de la littérature en péril, de Todorov, les démons de la théorie d'Antoine Compagnon et de Yves Stalloni, École et courant littéraire. Le livre de Stalloni, c'est celui-là que vous voyez, il sera en fait peut-être le livre guide qui va nous guider, le manuel de ce semestre. Et je vais vous apporter des lectures complémentaires, évidemment. Mais j'aime bien ce livre-là. Je vous montre la table de matière. Voilà. Parce qu'il va avoir cette introduction que je vais utiliser la semaine prochaine. C'est une introduction conceptuelle pour expliquer ce qui est un courant, un mouvement, une école. Et puis, il nous donne de façon bien schématique les caractéristiques de chaque époque ou de chaque mouvement, n'est-ce pas?
Moyen Âge, ici vous voyez, il y a une organisation selon les siècles, mais dans chaque siècle, quels sont les mouvements les plus importants. Donc, le 19e siècle, le 17e siècle baroque, préciosité, classicisme, 18e siècle, les Lumières, le pré-romantisme, le 19e, nous avons plusieurs mouvements, et au 20e siècle, le surréalisme, l'existentialisme, le nouveau roman, n'est-ce pas? Et il y a d'autres ici, mais on ne va pas entrer dans ces autres mouvements. Donc, je reviens ici au programme. Donc, la semaine prochaine, je vais faire ces cours conceptuels. Je vais vous expliquer un peu plus en détail certains concepts qui seront importants pour ce cours de panorama. Ensuite, on entrera au XXe siècle. J'ai mis ici le 21e siècle aussi, mais je ne vais pas entrer dans le 21e siècle. Et donc, le repère historique que nous avons au XXe siècle, c'est les deux grandes guerres, n'est-ce pas? Parce que, et je mets ce repère historique parce que ils seront plus ou moins représentés dans les œuvres qu'on verra aussi, n'est-ce pas? Donc, nous avons les deux grandes guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons l'occupation, qui est un concept quand même important pour l'histoire de la France. C'est la période dans laquelle la France a été occupée par l'Allemagne nazie, n'est-ce pas? Et nous avons la résistance, qui est le mouvement de résistance contre cette occupation allemande. Et ça, c'est important parce que certains écrivains ont pris des armes et ont participé de la résistance, par exemple. N'est-ce pas? Je vais essayer de... Et même le surréalisme a un côté politique. On verra l'existentialisme peut-être un peu moins, mais ça c'est important. Et puis le mai 68, qui est un mouvement important aussi de tendance ou de mœurs, n'est-ce pas? De costumes, n'est-ce pas? Mœurs. Et donc, on va parler de surréalisme, de l'existentialisme de Sartre, mais j'ai pensé à deux cours sur l'existentialisme pour vous montrer un petit peu plus l'histoire de l'existentialisme en tant que courant philosophique et ses conséquences dans la littérature. Et puis, on aura un cours sur la philosophie de l'absurde des Camus. Et finalement, on aura un séminaire sur le livre L'étranger des Camus. Donc, concernant le XXe siècle, la lecture littéraire, évidemment, je vais vous apporter des poèmes, d'extraits de textes, je vais vous indiquer d'autres textes à lire pour les cours, mais ce sera des poèmes, des petits textes, etc. Donc, la grande lecture concernant le XXe siècle sera L'étranger de Camus. Et donc, dans le fichier concernant le XXe siècle, vous trouverez le livre L'étranger de Camus et aussi le livre audio de L'étranger. Surtout pour ceux qui sont les élèves pour la première fois, dès qu'est possible, ou toujours selon la possibilité, j'aime bien vous disponibiliser aussi le livre audio et je vous recommande lire le livre accompagné de l'écoute du livre.
surtout parce que ça vous aide à avoir un rythme de lecture. Vous travaillez les deux compétences en même temps, la lecture et l'audition. Donc, c'est un exercice intéressant. Par contre, il y a un problème concernant cet exercice de lire et écouter en même temps, parce que quand on lit, on arrête la lecture pour penser, pour réfléchir à la lecture. Il y a les temps de former des images dans la tête et quand on suit ce rythme de l'écoute, parfois on perd un peu. Donc, je vous donne l'option. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est intéressant surtout parce que ça nous aide à lire un peu plus vite le livre. Anna-Caroline, je viens de voir que tu as levé la main tout à l'heure. Tu l'as baissé, et donc je ne sais pas si tu as encore une question à me poser ou pas. Anna-Caroline? Bonjour, prof. Excusez-moi. J'allais vous demander si nous devons lire ces textes toujours après les classes. Comment ça, tu dis après les classes? Après ou devant, je ne sais pas. Ah, d'accord, avant. Avant. Oui. Oui, parce que oui, là, je pense que c'est la structure du cours est déjà bien organisée et je peux vous indiquer ça avec une anticipation et comme ça, vous pouvez vous organiser pour avoir les lectures pour les cours. C'est ça. Donc, vous devez, c'est préférable de faire les lectures avant les cours pour avoir une idée des textes parce que tu vois, Anna-Caroline, je vais pas faire une présentation des œuvres, n'est-ce pas? Je vais essayer d'analyser les œuvres avec vous. Donc, par exemple, le jour de l'absurde de Camus, je vais parler de la philosophie de Camus, mais je vais aussi commenter quelques extraits du livre. Mais les jours du débat, de la séance, autour du livre L'étranger, ce sera les moments de vous proposer une discussion à partir du livre. D'accord? Donc, faites la lecture avant les cours correspondant à un certain texte. D'accord? Et donc, vous savez déjà, là, aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet et vous devez lire L'étranger pour le 2 septembre. Donc, c'est un roman pas très long, pas difficile à lire, donc vous avez quand même 1 mois et 10 jours pour lire ces romans. D'accord? Et attention parce que dans ces premiers moments du cours, vous devez aussi lire le livre de la dissertation. Je vais expliquer tout à l'heure. D'accord? Donc, faites attention parce que vous avez 1 mois et 10 jours pour lire L'étranger de Camus, mais vous devez aussi lire un autre livre pour la dissertation en même temps. Voilà. Donc, c'est ça. Je passe au 19e siècle. Oui, oui. Nous aurons choisi le livre de la dissertation aujourd'hui. Oui, oui, je vais vous envoyer les liens. Je vais vous présenter les 5 livres de la dissertation. Vous choisissez un et je vais vous envoyer les liens qui donnent accès à un tableau sur Google Drive. Et comme ça, vous pouvez mettre vos noms et on s'organise de cette façon. D'accord? Lazarus, ce sera comme on a toujours fait. Vous allez choisir le livre de la dissertation, mais Lazarus, parce que
quand tu as fait les cours de roman avec moi, il y avait une petite distinction parce que je vous ai indiqué un livre à chaque élève, si tu te souviens bien. Et maintenant, Oui, oui, on fait différemment. On s'organise autour de 5 œuvres. Et donc, chaque œuvre, vous êtes ici 30 élèves. Donc, on va s'organiser 6 élèves pour chaque œuvre. D'accord? oui, ça va. Je comprends. Euh, voilà. Parce que l'idée, c'est que vous puissiez quand même discuter, débattre à l'œuvre Et là, avec d'autres camarades de classe. Voilà. Et avoir une compréhension plus profonde de l'œuvre. D'accord? Donc, le 19e siècle, les grands courants, le romantisme, le Parnasse, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme. Ici, nous avons quelques auteurs, quelques grands auteurs, Chateaubriand, Baudelaire, Flaubert, Zola et Mallarmé. Ici, en fait, je n'ai pas mis les lectures à faire parce que j'ai fait un petit changement ici par rapport au semestre précédent. Donc, on va voir le romantisme et je vais vous indiquer quelques poèmes à lire pour les cours. D'accord? Donc, ce sont des lectures rapides, pas trop d'organisation, pas trop de temps pour ces lectures. Et en fait, euh, le 19e siècle, nous avons peut-être une grande révolution poétique, n'est-ce pas? Raison pour laquelle nous avons plusieurs mouvements poétiques. Et donc, je vais vous indiquer plusieurs poèmes à lire représentatifs de ces mouvements, du romantisme, du Parnasse et du symbolisme. D'accord? Pour le réalisme et le naturalisme, je vais vous apporter pendant les cours quelques extraits des romans parce que on n'aura pas l'occasion de lire des romans réalistes et naturalistes tout entiers. Euh, Surtout, c'est drôle, ça. Par exemple, les grands écrivains naturalistes, c'est Zola, Émile Zola. Et la plupart des romans de Zola, ce sont des romans à 400 pages, 500 pages, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu impossible, surtout dans un cours de littérature en langue étrangère, de lire un roman de Zola tout entier. Mais je vais vous présenter les caractéristiques de ces mouvements et exemplifier avec des extraits de quelques romans de Balzac, Flaubert, Zola, etc. Et ici, j'ai mis comme lecture les livres, pas les livres, les pamphlets J'accuse de Zola, parce que c'est un moment important de la littérature au 19e siècle, qui est un moment où un écrivain, Zola, va prendre une position dans la politique, il va s'engager politiquement et jouer un rôle important dans un événement lié à la politique de l'époque. Donc c'est un moment important et je trouve important. Je vais vous apporter, mais peut-être je ne vais pas vous faire lire les pamphlets J'accuse de Zola tout entier. Par contre, ici, c'est une nouveauté par rapport au semestre précédent. Euh, Au lieu de vous demander un petit exercice sur les spleens de Paris, de Baudelaire, je vais vous demander une activité sur les contes fantastiques du 19e siècle. Les contes fantastiques de Gautier, de Mérimée et de Maupassant. Maupassant. Je vais choisir les contes. On va s'organiser un peu mieux par rapport à ces contes-là. Ce sont des contes fantastiques parce que ça vient
en quelque sorte dans certain imaginaire du romantisme et qui va déboucher chez Baudelaire aussi dans un mélange de grotesque et les beaux, n'est-ce pas? Et donc, nous avons, vous savez, moi, je viens d'un petit village dans le Minas Gerais, qui s'appelle Bom Despacho. Et je ne sais pas si vous venez tous et toutes de la capitale, mais dans les petits villages, surtout dans les Minas, on aime bien ces causes, n'est-ce pas? Et on se raconte, depuis l'enfance, on écoute des histoires étranges. Par exemple, il y a une que j'aime bien, c'était un bus qui allait à Aparecida do Norte avec les, les croyants pour payer ses promesses à la Vierge. Et le chauffeur du bus a croisé une femme qui faisait auto-stop sur la route. Et donc, il n'a pas arrêté le bus, il a continué. Et puis, il a revu encore une fois la dame qui faisait auto-stop au bord de l'autoroute. Et il a continué son chemin. Et la troisième fois qu'il a vu cette dame, il a décidé de s'arrêter. Ça, c'est une histoire qu'on écoute, ce genre d'histoire étrange, bizarre. Il a arrêté le bus pour savoir qui était cette femme qu'il voyait à plusieurs reprises. Et quand il s'est arrêté, quand il a arrêté l'autobus, il a souffert une attaque cardiaque et il est mort soudainement. Et on dit qu'en fait, cette dame qui a disparu, personne ne savait personne n'a vu cette dame, c'était peut-être la Vierge qui a sauvé la vie de tous les autres passagers du bus, n'est-ce pas? Donc, ces contes fantastiques, ce sont des contes qui sont devenus célèbres au XIXe siècle, qui nous racontent des histoires un peu étranges comme celle-là. Peut-être vous connaissez d'autres comme Edgar Allan Poe, avec des histoires merveilleuses aussi. Donc, voilà, c'est ça. Et je pense que ce sont des lectures courtes, parce que ce sont des contes, et ce sont des lectures intéressantes aussi, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ça me donne une idée de Tim Burton, ces contes fantastiques. Voilà pour le 19e siècle. Donc, le panorama du 19e siècle. Vous aurez quelques poèmes à lire et un conte choisi parmi les contes que je vais vous indiquer. Le 19e siècle, le 18e siècle, on va parler des Lumières, de l'encyclopédie et de l'esprit des salons. Je réservais 2 cours et je vais vous faire lire quelques extraits de Confessions et de Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Le semestre dernier, je vous ai fait, ou j'ai fait les élèves lire un conte philosophique de Voltaire qui est le Candide, mais c'est un conte plus long, peut-être d'une centaine de pages. C'est assez intéressant avec plusieurs aventures, mais en fait, ce semestre, je voudrais ici utiliser comme je vous ai dit, dans ces buts, dans l'objectif de vous présenter des textes différents. Les textes de Rousseau sont peut-être l'origine de l'autobiographie du XXe siècle, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer il appartient à une certaine tradition, existante déjà, mais il va annoncer l'autobiographie qui viendra après. Donc, je vais choisir quelques extraits et vous demander de lecture et on va parler
discuter ensemble à propos de Jean-Jacques Rousseau. Le XVIIe siècle, nous avons trois grands courants, c'est le baroque, la préciosité et le classicisme. Comme je dis toujours, le baroque et le classicisme, vous connaissez bien parce que nous avons une présence du classicisme et du baroque, surtout du baroque, ici au Brésil. Si vous avez déjà visité Ouro Preto ou Salvador, vous connaissez bien le baroque au Brésil, mais nous avons aussi d'autres représentations du classicisme. Et la préciosité, raison pour laquelle je préfère me concentrer, comme nous n'avons pas trop de temps, à me concentrer sur la préciosité, qui est un mouvement important en France. Et je vous apporte là le cas de Lettres portugaises. C'est un roman épistolaire, donc un roman écrit en lettres. Nous avons les maximes de La Rochefoucauld. Ce sont des textes courts qui nous proposent une réflexion morale ou des réflexions morales. Et nous avons Madame de Sévigné, qui était une femme intellectuelle, on peut dire, de l'époque, qui était une écrivaine de lettres assez importante. D'accord? Donc, concernant Madame de Sévigné, on va lire des lettres. Et encore une fois, ici, je vais vous faire lire une lettre choisie, quelques extraits de maximes et réflexions morales de La Rochefoucauld. Et je vous demande de lire un extrait du roman Lettres portugaises aussi. Et finalement, le XVIe siècle, nous avons comme grand courant la Renaissance, la Pléiade et l'humanisme. Je vais consacrer 2 cours au XVIe siècle parce que nous avons... je voudrais avoir un peu plus de temps pour parler de Montaigne. Et Montaigne, c'est peut-être vous allez entendre parler de Montaigne dans la philosophie, des essais en tant qu'essais philosophiques, mais aussi on écoute parler, on entend parler de Montaigne dans la littérature, dans les discours de soi aussi, c'est-à-dire une espèce de discours autobiographiques aussi. Et je voudrais quand même essayer de parler un petit peu de la Pléiade, ces mouvements poétiques importants du XVIe siècle. Et encore, mouvement poétique, je vous demande de lire quelques poèmes. Voilà. Ça, donc, on termine ici la présentation du programme du cours, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des questions par rapport aux unités, au contenu, aux lectures que je vais vous demander? Pendant que vous pensiez à une question, pour les activités, je réserve 50%, c'est-à-dire 50 points pour la dissertation que je vais expliquer maintenant, et 50 points pour les autres activités. D'accord? Et aussi, je vais essayer de faire une activité sur l'étranger, de Camus, peut-être une activité sur Rousseau et voilà, l'activité sur les contes fantastiques. D'accord? Donc, 3 activités d'évaluation et la dissertation. Parce que, en fait, quand on verra les unités, le XVIIe siècle et le XVIe siècle,
c'est les moments où vous serez concentré sur la dissertation. Donc, je vais vous laisser un peu plus libre pour l'écriture de la dissertation pendant la discussion des deux dernières unités de ce cours. Donc, je ne vais pas vous demander des activités sur les deux dernières unités. Donc, on fera une activité sur le XXe siècle, une sur le XIXe et une sur le XVIIIe siècle. D'accord? Voilà, donc j'avance ici sur la dissertation. Voilà. La dissertation. La dissertation, pour ceux et celles qui sont des élèves pour la première fois, c'est un travail que je fais tout au long du semestre et il suit la forme d'une recherche académique. D'accord? Parce que je cherche avec cette dissertation de vous introduire dans la méthodologie de la recherche académique. Donc, je vais vous donner quelques indications, en quelque sorte. Il y aura quand même quelques consignes, mais vous avez une très grande liberté. C'est plus ou moins une espèce d'analyse combinatoire, n'est-ce pas? Je vais limiter les possibilités, mais dans ces limites, vous avez une grande liberté. Et je vous explique. Donc, je vous indique 5 livres du XXe siècle et vous devez en fait choisir une seule œuvre pour la lire. Les œuvres, oui, pour les œuvres de ce semestre, nous avons L'enfance d'un chef, qui est une nouvelle de Jean-Paul Sartre, Le parti pris des choses, un livre de poésie, un livre de poèmes de Francis Ponge. Nous avons Rhinocéros, une pièce de théâtre d'Eugène Ionesco. Nous avons Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras. Peut-être vous connaissez Marguerite Duras et son roman L'amant, n'est-ce pas? Mais Hiroshima, mon amour, c'est un scénario de film. Et là, c'est une nouveauté aussi. Je vous propose la lecture d'un scénario de film. Et si vous voulez, vous pouvez aussi regarder le film Hiroshima, mon amour, qui a été réalisé à partir du scénario de Marguerite Duras. Et finalement, nous aurons Souvenir du triangle d'or d'Alain Robbe-Grillet. Alain Robbe-Grillet, c'est un écrivain connu dans mes cours, représentant du nouveau roman. Donc, je vais vous donner la liste après. Et tous ces 5 livres, ils sont déjà disponibles dans les archives du cours. Il y a un fichier livre pour la dissertation. Les 5 livres y sont. Donc, vous pouvez les télécharger, jeter un coup d'œil et décider votre choix. Cela dit, la dissertation, elle va s'organiser comme ça. Le 14 septembre, on aura un séminaire sur les œuvres de la dissertation. Ce séminaire, c'est plutôt une séance pour débattre. Je vais participer, on va s'organiser, au lieu d'avoir un cours tous ensemble ici, vous allez faire des petites réunions autour de chaque œuvre choisie pour débattre, pour parler, oui, j'ai bien aimé ça, je fais attention à cet aspect de l'œuvre, quels sont les thèmes principaux, quelles sont les principales difficultés de la lecture, quelles sont les possibilités des sujets d'analyse, etc. D'accord? Et pour voilà, ça c'est le séminaire. Et puis, une semaine après, ou 10 jours après,
vous devez me présenter un sujet de recherche et une bibliographie, comment on dit, une bibliographie provisoire, une première bibliographie autour du sujet choisi. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, vous allez choisir une de ces 5 œuvres, vous allez la lire, vous allez débattre avec les camarades de cours, et le 24 septembre, vous devez me présenter un sujet d'analyse, un sujet de recherche. Par exemple, je vais utiliser ici un exemple d'un livre hyper connu, Le Petit Prince. Donc, supposons que nous avons lu le Petit Prince et je cherche un sujet de recherche. Et j'arrive à l'idée de l'amitié, n'est-ce pas? L'amitié, c'est quelque chose ou quelque chose dont le Petit Prince parle assez souvent. Ça, c'est un sujet de recherche, c'est-à-dire c'est un thème, une thématique large, c'est quelque chose d'assez grand, assez ample. Et puis, toutes ces activités seront remises dans la plateforme, n'est-ce pas? Et donc, vous allez m'envoyer ou à travers la plateforme les sujets, je vais commenter, je vais vous dire oui, c'est bien, c'est un bon sujet, non, attention, ça peut être difficile, ou vous avez choisi un sujet trop large, il faut réduire un petit peu. Je vais vous donner des conseils et je vais discuter avec vous. Une semaine après, le 1er octobre, vous allez transformer ces sujets dans une problématique, c'est-à-dire vous allez transformer un sujet dans une question à répondre. La problématique, c'est un problème de recherche, n'est-ce pas? Et je vais vous expliquer un peu plus comment le faire. Mais genre, Le Petit Prince, l'œuvre choisie, les sujets, l'amitié. Comment construire une problématique à partir du sujet de l'amitié dans l'œuvre Le Petit Prince? On peut faire quelque chose comme comment le Petit Prince transforme la recherche ou la quête de l'amitié dans dans la raison de l'existence. J'essaie pas trop, je suis pas trop réfléchi là-dessus, mais quelque chose comme ça. Le sujet, c'est l'amitié dans Le Petit Prince. La problématique, comment le Petit Prince transforme la quête de l'amitié dans une question existentielle. Voilà. Les plans. Les 8 octobre, vous allez me rendre les plans. Le plan, le plan n'est pas vos objectifs, n'est pas l'idée de plano en portugais. D'accord? Le plan, c'est l'organisation, le squelette du travail que vous allez écrire. D'accord? C'est-à-dire, c'est le schéma des sous-parties que vous allez organiser le texte. Pourquoi j'insiste avec cette idée? Parce que quand on va écrire un texte académique, il faut décomposer les sujets en sous-parties pour les analyser ou pour mieux les expliquer. Donc, je continue dans le même exemple. L'œuvre, Le Petit Prince. Sujet, l'amitié dans Le Petit Prince. Problématique, comment Le Petit Prince transforme la quête de l'amitié dans une question existentielle. Les plans, introduction, et puis amitié. Je vais parler ce qui est l'amitié. Et puis, deuxième sous-partie, l'objectif de vie
Petit Prince, quelque chose comme ça. Troisième sous-partie, l'analyse de l'œuvre. Et dernière sous-partie, les considérations finales. D'accord? L'idée, c'est de vous faire penser à la structure du texte avant de l'écrire, parce que ça va vous aider à organiser vos idées et à mettre ces idées sur le papier. D'accord? Et puis, le 22, ici, c'est pas correct, c'est le 22 octobre. D'accord? Je vais corriger ça et je remets le document après dans les archives. L'introduction, c'est l'introduction du texte. Et je vais vous envoyer mes commentaires par rapport à la qualité de votre texte. N'est-ce pas? Je vais corriger les textes, dire, et comme ça, vous aurez quand même vous aurez une idée de comment ça marche, la correction que j'ai faite. Et le 5 novembre, vous me rendez la version finale du texte, de la dissertation. Le semestre dernier, j'ai travaillé avec une idée de 5 à 6 pages. Pour ce semestre, parce qu'après, à la fin, avec 200, pas 200, mais 50 dissertations à corriger, ça devient très difficile. Donc, ce semestre, je vais faire différemment. Je vais vous donner la limite, pas la limite, mais la quantité exacte de pages, 5 pages pour cette dissertation. D'accord? Je sais que dans un premier moment, surtout dans le premier cours, que je vous présente le programme et je vous explique la dissertation, ça va vous sembler beaucoup. Mais non, parce que dans un travail académique, il y a une espèce de protocole à suivre. Donc, pourquoi je pense à 5 pages? La première page, c'est l'introduction. Vous allez expliquer ce que vous allez faire, vous allez expliquer une information importante, etc. Si vous avez 2 sous-parties, vous aurez 5 pages. La première, l'introduction. Vous avez 3 pages pour discuter et analyser les points ou les sujets que vous avez choisis. Et la 5e page, c'est les considérations finales. Les considérations finales, c'est quand vous reprenez toutes les idées discutées et vous finissez le texte, vous faites une clôture, vous clôturez le texte, n'est-ce pas? Donc, voilà, je pense que ça, c'est bien. Et comme je vous ai dit, je pense à cette dissertation comme une introduction à l'écriture académique. Si on veut publier un article dans une revue académique, assez souvent, on nous dit la quantité de mots, on nous dit la quantité de pages, l'organisation du texte. Donc, ce que je fais ici, c'est d'essayer de reproduire plus ou moins les conditions académiques pour la publication d'un texte, n'est-ce pas? Et aussi, si vous voulez faire un projet de master, si vous allez faire le mémoire de fin de cours, à monographie, vous pouvez utiliser les notions que dont vous vous servez pour cette dissertation ici avec moi. Donc, 5 pages, pas plus, pas moins. D'accord? Monsieur, Je pense. Oui, Lazare? les références doivent rentrer dans cette mathématique, dans cette compte. Non, non, c'est 5 pages des textes. Et comment je dois penser dans cette page 5e? Par exemple, si je, je, euh,
Je fais 5 pages et un paragraphe euh, de Lázaro, plus. oui, non, il faut se débrouiller pour arriver à 5 pages. 5 pages. Parce que, Lázaro, oui, oui, parce que, par exemple, quand vous passez le bac, vestibular, il y a un espace limité pour la réponse. Si vous dépassez, on ne corrige pas le texte qui dépasse, Oui, n'est-ce pas? Si vous passez un concours pour une fonction publique, c'est pareil, s'il y a un texte, un test écrit, c'est pareil. Donc, pourquoi pas ici? Donc, 5 pages, c'est un exercice de synthèse pour faire entrer dans les 5 pages. Et pour certains, ce sera aussi un exercice d'effort pour arriver aux 5 pages. D'accord? Donc, je pense que c'est bon. C'est bon. D'accord? On va faire cet essai, cette expérience. oui, oui, ça Vas-y. va. Il doit être en fait 5 pages exactement. Oui. Ni un paragraphe De plus, ni de en moins. plus, ni un paragraphe en moins. C'est ça? Ouais, en fait c'est une référence, n'est-ce pas, Lázaro? Je vais vous donner aussi le formatage, ok, pour que on arrive à 5 pages. Donc, c'est police Arial 11, interligne 1,5. Donc, je vais vous donner tous les formatages nécessaires pour arriver aux 5 pages. Donc, on aura quand même un modèle à suivre. Et pour la 5e page, comme tu dis, Lázaro, quand même, par exemple, si vous laissez un peu moins qu'une demi-page, non, c'est pas grave. Vous êtes arrivé à la 5e page avec un texte, d'accord? Donc, je ne vais pas être strict et dire, mais quand même, si je vois que vous avez manqué d'effort, je peux réduire la note en fonction de cette idée des 5 pages de texte. D'accord? Et vous pouvez consulter mes élèves du semestre dernier. La plupart des élèves ont bien réussi à me rendre une dissertation avec 6 pages. Là, je vous demande de réduire d'une page parce que ça va me faciliter la correction après. Mais j'ai eu des dissertations de 7 pages, 8 pages, et là, j'ai réduit la note parce qu'ils ont dépassé la limite, qui était 6 pages. D'accord? Donc, voilà. Vous voyez, étudier la littérature, c'est lire les textes littéraires, parler des textes littéraires et écrire sur les textes littéraires. Donc, je ne peux pas faire différemment. Et en plus, je n'ai pas encore terminé l'explication de la dissertation. Comme vous suivez un modèle académique, vous allez faire une recherche. Je vais vous envoyer les plateformes de recherche. Vous allez trouver des articles qui commentent l'œuvre. Donc, vous pouvez faire des citations, vous pouvez commenter les citations. Donc, c'est un travail académique, n'est-ce pas? Vous pouvez faire une citation du livre, de l'œuvre choisie. Donc, vous faites une citation de l'œuvre, vous commentez la citation, vous expliquez la citation, vous faites référence à un texte des critiques et vous faites la citation de ce texte. Donc, c'est une espèce de bricolage entre vos réflexions, l'œuvre littéraire et la critique que vous allez trouver sur les plateformes de recherche. D'accord? Donc, voilà, c'est un travail académique. Peut-être je peux prendre un exemple pour vous montrer.
Je ne vais pas le faire là tout de suite, mais peut-être je demande à un élève du semestre précédent l'autorisation, j'efface les marques personnelles et je partage un exemple avec vous. D'accord? Et peut-être même un exemple avec des corrections. Comme ça, vous pouvez voir comment ça marche. Quoi d'autre par rapport à la dissertation? C'est ça. Donc, vous voyez que chaque étape est évaluée, n'est-ce pas? En plus, je vous rends mes commentaires pour vous aider à développer le sujet et votre analyse. Et donc, on sera toujours en dialogue pendant le semestre. Et vous voyez, je vous demande un travail de 5 pages, mais vous commencez ce travail à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est un travail que vous commencez aujourd'hui avec le choix de l'œuvre. Vous commencez à la lire, puis vous allez débattre l'œuvre avec d'autres camarades de cours. Vous me présentez un sujet, une problématique, un plan, l'introduction et puis la version finale. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui sera construit tout au long du semestre. Sera construite, c'est pas une chose qui sera construite tout au long du semestre. Donc, ce n'est pas un monstre ou quelque chose d'impossible à faire. D'accord? Et ici, je vous donne les critères d'évaluation. Donc, comme vous voyez ici, la version finale, elle est évaluée de 25 points. Peut-être que je peux... Non, je ne peux pas zoomer. D'abord, présentation, contextualisation du sujet, de la problématique et du plan. C'est l'introduction du texte, de la dissertation. 5 points. Deuxième point, complexité, capacité analytique et critique. 9 points parce que c'est la partie la plus importante du travail. Considération finale, 5 points. Je mets ici 5 points. Interprétation, parce que les considérations finales, je vous donne ici des possibilités d'écriture des considérations finales. Ça peut être une interprétation personnelle de l'œuvre, ça peut être une ouverture de l'analyse, c'est-à-dire vous avez fait une analyse, mais il y a d'autres aspects de cette œuvre que vous trouvez important à analyser. Donc, au lieu de conclure, vous ouvrez l'analyse de l'œuvre. Vous dites, oui, j'ai discuté cet aspect, mais il y a cet autre aspect ici et un autre aspect encore intéressant à discuter, mais je n'ai pas eu le temps de le faire dans ce travail. Donc, au lieu de conclure, de fermer le texte, vous ouvrez à d'autres possibilités d'analyse. Exemple, j'utilisais l'exemple du Petit Prince. Je peux dire, oui, nous avons analysé l'importance de l'amitié pour le Petit Prince. Mais par contre, les sujets de l'imagination est très intéressant et mériterait d'être analysé aussi. Et comme vous savez, le Petit Prince, il devient un faisceau de lumière après, ou une étoile. On peut penser à les sujets de la spiritualité aussi. Donc, au lieu de fermer, vous ouvrez l'interprétation ou la fermeture du texte. Comme je disais, vous avez dit, nous avons discuté l'importance de l'amitié pour le Petit Prince. Nous avons mis en relief ces aspects de l'amitié, etc. Et pour conclure, on réaffirme ici que l'amitié est quelque chose de très important pour la compréhension de l'œuvre Le Petit Prince. Voilà. Parce que l'idée, c'est que le texte ait un début, un développement et une fin. C'est ça, de façon académique. Et le dernier critère, c'est la maîtrise du bon usage de la langue. Et comme vous êtes étudiant de français, je évalue
j'évalue aussi la langue, n'est-ce pas? Des critères comme la clarté, la cohésion, la cohérence et la grammaire. D'accord? Raison pour laquelle vous pouvez avoir, par exemple, un texte qui va avoir 6 points de ce dernier critère du bon usage de la langue, parce qu'il est très bien écrit, mais la discussion n'est pas bien faite. Il n'y a pas de connexion entre les parties de l'œuvre ou de l'interprétation. Et pour le deuxième critère, aura une note pas très bonne. Ça, c'est possible aussi. Et sinon, nous avons les critères de réduction, parce que, comme vous savez, nous avons, pour un texte académique, une certaine condition ou un modèle d'écriture. Donc, plagiat. Si je retrouve quelque chose dans les textes de l'ordre du plagiat, c'est-à-dire vous recopier et coller un extrait d'un autre texte sans faire une citation, sans démontrer la référence, etc. Ou, ce qui est assez courant, vous organisez le texte pour faire semblant que le texte a été écrit par vous, mais en fait, c'est une copie d'un autre texte. Comme vous savez, le plagiat, c'est un crime. Dans les cas de dissertation et de thèse, si on retrouve a posteriori un plagiat dans une thèse, dans une dissertation de master, la personne peut perdre le diplôme. Donc, c'est quelque chose de grave et moi, je n'accepte pas. Si j'arrive à retrouver, c'est 0. Raison pour laquelle le plagiat, c'est une réduction de 100%. D'accord? Il n'y a pas de discussion. Et en plus, pour adopter cette mesure, moi, je m'oblige à vous prouver que j'ai retrouvé l'extrait ou le texte ailleurs. Donc, je vais vous montrer d'où vous avez, au cas où, n'est-ce pas, copier-coller. Je ne vais pas dire non, je vous donne 0 parce qu'il me semble que vous avez recopié. Non. Si j'arrive à prouver, c'est 0. OK? Mauvaise qualité et non-exploration de la bibliographie théorique et critique. Parce que je vais vous indiquer une série de plateformes sur Internet dans lesquelles vous pouvez rechercher des articles, télécharger gratuitement, et ces articles vont vous aider à construire votre dissertation. Parce que comme je l'ai dit souvent, pour une dissertation comme celle-là, vous n'avez pas besoin d'être originel, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez trouver d'autres articles qui commentent l'œuvre dans la direction que vous voulez. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est mettre en ordre toutes ces informations, toutes ces idées. C'est ça. Vous allez, ah oui, selon l'auteur un tel, l'œuvre de Rob Grier est comme ça. Selon un autre auteur est comme ça. Et vous organisez ça dans un texte cohérent. OK? Les non-respects aux consignes, nombre de pages, Lazare, formatage, etc. Donc, je réduis la note aussi. Si vous me rendez une dissertation à 4 pages, si vous me rendez une dissertation à 6 pages, je vais réduire la note. Si vous avez, par exemple, je vous dis police Arial 11, fonte Arial 11. Si vous me sortez un texte avec Times New Roman, je vais réduire la note. Parce que pour les revues académiques, ça fonctionne plus ou moins comme ça. Okay? Et non-conformité aux normes ABNT. C'est le formatage, par exemple, les références bibliographiques. Il faut suivre les normes ABNT. Je vais vous donner les liens d'un document de la bibliothèque
de l'UND qui organise ces idées facilement. Donc, il faut juste formater le texte selon ces informations-là. D'accord? Voilà. Et oui. Et l'exposé oral, je vous explique aussi. L'exposé oral, c'est parce que, comme je vous ai dit, dans ces cours de littérature, on aura l'occasion de lire pas mal de choses, d'écrire sur quelques-unes, et pas trop d'occasion de parler de ces choses-là. Donc, quand on pense aux 4 compétences pour la maîtrise d'une langue, la compréhension orale et écrite et la production orale et écrite, j'insiste dans un exposé oral pour vous forcer aussi, vous encourager, vous inviter à faire aussi quelque chose d'oral. Et en fait, là, l'exposé oral, c'est la présentation orale de la dissertation. Donc, c'est quelque chose de facile à faire. Je ne vais pas vous demander un travail supplémentaire, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez fait au niveau de la dissertation, vous allez faire oralement dans un document vidéo ou audio de 5 minutes, jusqu'à 5 minutes. Ici, j'accepte entre 4 et 5 minutes. Okay? Et donc, vous avez les critères d'évaluation. Parce que quand on parle d'exposé oral, c'est, par exemple, je vous ai donné l'exemple de la dissertation sur Le Petit Prince, n'est-ce pas? Et donc, je vais faire une présentation orale sur ma dissertation. C'est quelque chose comme ça. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais présenter ma dissertation sur Le Petit Prince. Le Petit Prince est un livre écrit par Saint-Exupéry, etc. Il a été publié la première fois en 1900, je ne sais pas la date exacte. Mon sujet de dissertation a été l'amitié dans le livre Le Petit Prince. Et j'utilisais comme problématique comment etc. Et puis, j'ai organisé ma dissertation en 3 sous-parties, dont la première parlait de ça, la deuxième de ceci et la troisième de cela. Et dans mes conclusions, je suis arrivé à la réflexion finale que, voilà, c'est ça. OK? Et donc, comme critère, comme ici c'est un exposé oral, je vais évaluer la performance orale, n'est-ce pas? Donc, la prononciation, l'aisance, la fluidité de la communication orale. 4 points parce que c'est la communication orale, c'est la partie la plus importante de l'exposé. La clarté et l'organisation de l'exposition. Parce que il faut se faire comprendre, n'est-ce pas? Donc, c'est pas possible de dire ah, je vais vous parler de Le Petit Prince. Et en fait, je conclus que Le Petit Prince est très bon, un très bon livre. Ah oui, mais mon sujet était, pardon, parce que je n'ai pas présenté le sujet avant. Non, donc il faut penser à l'organisation de façon qu'on arrive à vous comprendre bien. Okay? L'utilisation de ressources didactiques. Surtout dans un moment comme celui-là d'enseignement à distance, soyez créatifs pour me présenter. Comme je vous ai dit, le travail de l'exposé oral, c'est un document vidéo ou audio. D'accord? Vous pouvez faire sous la forme d'un podcast, sous la forme d'un PowerPoint commenté, parce qu'on peut enregistrer l'audio sur le PowerPoint. Vous pouvez faire une présentation presse, par exemple. Vous pouvez enregistrer une vidéo sur Zoom avec une projection
de la structure du texte ou quelque chose comme ça. Donc, soyez créatifs et pensez à plusieurs formes. Par exemple, j'ai eu le semestre dernier une présentation très intéressante de deux élèves qui ont fait une interview. Comme c'était une émission à la télé. Aujourd'hui, nous sommes ici dans notre émission La littérature aujourd'hui. Et je vais interviewer l'étudiante, un tel qui étudie la littérature française à l'ENT. Alors, un tel, quel est, vous aimez bien la littérature, quel est votre sujet de recherche? Et à partir de l'interview, on a expliqué la dissertation et c'était hyper intéressant. Donc, je vous laisse totalement ouvert et soyez créatifs pour faire cet exposé oral. Et le chat. Le respect au temps de présentation, donc de 4 à 5 minutes. Comme je dis assez souvent, vous peut-être vous suivez la CPI du Covid ici, et vous voyez chaque sénateur a 15 minutes pour parler. Avec tolérance, même moi, je ne vais pas vous donner la tolérance. Donc, c'est de 4 à 5 minutes pour faire cette présentation. D'accord? Voilà. Je pense qu'en gros, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que, surtout concernant les chiffres, Je voulais savoir si la présentation doit être enregistrée ou on peut la présenter pour la classe. enregistré. Enregistrée. Parce que, oui, et donc, voilà, ça c'est important aussi. Merci, Laetitia, pour cette question. Parce que ce sera enregistré et vous allez partager les documents seulement avec moi. D'accord? Et moi, je garantis la confidentialité de ces documents. Donc, vous n'allez pas être exposé sur l'Internet et devant vos collègues. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire et m'envoyer comme une activité sur la plateforme. Et voilà. Donc, vous déposez les documents audio ou vidéo dans l'activité que je vais créer. D'accord? Donc, c'est ça. Pas besoin d'être timide ou autre chose. D'accord? Donc, on a toujours des problèmes pour la transmission de ces documents, mais on arrive toujours à se débrouiller et j'arrive à recevoir tous les documents. Comme je disais, c'était l'exposé. Ah oui, je sais que concernant la dissertation, ça fait peur et il y a trop d'informations pour un premier cours. J'ai une vidéo dans laquelle j'explique chaque partie de la dissertation avec un PowerPoint, avec un exemple plus structuré que celui aujourd'hui du Petit Prince. Je vais le partager avec vous sur la plateforme, donc vous pouvez le regarder aussi et à comprendre un peu mieux. Je vais faire ça, je vais demander à un élève du semestre dernier l'autorisation pour partager le travail avec vous, pour vous donner une idée de comment ça marche. Et à chaque étape, je renforce, je répète, je réexplique les informations. Donc, et si vous avez des questions aussi, vous pouvez les demander pendant les cours. Vous pouvez m'écrire sur le chat. Nous avons ici sur Teams. Donc, je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions et pour vous aider à faire la meilleure dissertation possible. D'accord? Je sais que ça va vous faire travailler, mais c'est faisable, c'est possible et les résultats sont incroyables. Positivement, incroyables positivement. D'accord? Et j'arrive, mais il faut s'engager aussi dans ce travail parce que j'ai
eu le semestre dernier, par exemple, sur 25, 24 délits, 25, mais j'ai eu aussi 5, 10, parce que il y a des élèves qui ne s'engagent pas ou qui ne suivent pas les consignes données. Mais je vous garantis que je vous donne toutes les conditions et je suis présent dans toutes les étapes de l'écriture de ce travail. D'accord? Raison pour laquelle j'insiste dans ces formats de dissertation parce que je pense que les gains dépassent les difficultés. Je pense que après, ici, vous pouvez, je ne sais pas, peut-être Gabriel a été mon élève le semestre dernier. Gabriel, est-ce que tu veux faire un témoignage ici? Marcos, je ne me souviens pas si tu as fini le cours avec moi le semestre dernier. Et Lázaro, tu as fait aussi une dissertation, mais on était encore en 2019. C'était le présentiel encore, n'est-ce pas? Mais Gabriel ici, c'est Gabriel. Pardon, c'était pas Gabriel, Henrique. Henrique do Monte. Tu as été mon élève le semestre dernier. Et Lázaro, en 2019. Et Marcos Eduardo. Je crois que tu as fini les cours des romans avec moi le semestre dernier. Est-ce que vous voulez faire un témoignage sur les difficultés, le plaisir, comme disait Caetano Veloso, as dores e a delícia de fazer uma dissertação? Je pense que c'était facile. Je pense que le plus difficile pour moi était de condenser les informations dans 6 pages. 6 pages, maintenant sont 5. Donc, je pense que c'est plutôt difficile pour moi parce que je suis un peu prolixe, je parle beaucoup. Mais pour moi, c'était tranquille. Je ne trouvais pas ça très, très difficile. Cool. Voilà. Donc, vous voyez ici. Donc, peut-être je peux sortir en avant de cette réunion et je vous laisse. Alors, juste pour... Pardon, professeur. Pardon. Vas-y, Henrique. Juste pour faire, si on va suivre la BNT, alors nous aurions une page pour l'introduction et une page pour la conclusion. Alors, nous aurons vraiment 3 pages de développement parce qu'il faut faire, selon la BNT, il faut avoir une introduction et une conclusion séparée, tout à fait séparées. Alors, si je fais une introduction et une conclusion, j'aurai 3 pages, juste 3 pages pour développer. Il n'est pas possible de mettre, appeler des chapitres parce que 3 pages, il n'est pas suffisant pour faire un chapitre. Si on est vraiment sur les règles de la BNT, je crois qu'il serait plutôt 3 pages de commentaires parce que 3 pages, c'est très dur. Je me rappelle que j'étais déjà faire un discipline avec toi et j'ai complètement, je ne savais pas des limites de pages. Je crois que je vous avais rendu un examen, un travail de 12 pages, je crois. Une introduction, conclusion et 2 chapitres, quelquefois comme ça. Et je n'ai pas eu réussi d'avoir mon travail complètement lu parce que j'ai complètement dépassé les limites. Et je ne sais pas comment que j'ai réussi à être approuvé parce que comme vous n'avez pas considéré les autres pages que j'ai écrites en plus, c'est vraiment la chose plus difficile, c'est condenser tout en 3 pages. Parce que l'introduction et la conclusion, ce sont déjà 2 pages. Alors, nous aurions 3 pages pour faire l'exposition vraiment. Oui, mais quand même, je vous donne une référence. Parce que l'introduction, vous pouvez la faire dans une demi-page et la conclusion aussi. Et si vous faites une demi-page d'introduction, une demi-page de conclusion, vous aurez 4 pages pour la discussion. D'accord?
Et aussi, quand tu dis de la difficulté de condenser toutes les informations, je suis d'accord avec toi. Et raison pour laquelle, dans les premières étapes, surtout les étapes du sujet et de la problématique, j'insiste dans le besoin de cibler l'objectif. Parce que si vous choisissez quelque chose de très grand, évidemment, vous n'allez pas réussir à mettre ça en 5 pages. D'accord? Donc, j'essaie de vous faire, par exemple, abandonner les objectifs parallèles ou latéraux et vous concentrer dans un seul qui va vous permettre, par exemple, d'approfondir sur un aspect de l'analyse. C'est ça. Parce que, évidemment, c'est impossible de tout analyser dans une œuvre littéraire. Et ce que j'insiste, c'est la capacité de choisir parfois un aspect et entrer à fond dans cet aspect. C'est ça que je vais essayer et raison pour laquelle j'essaye de vous faire aussi condenser les choses en 5 pages de cette façon. Je ne me souviens pas de la correction de ton travail, mais si c'était bien fait, probablement j'ai réduit la note parce que tu as dépassé, mais la partie que j'ai corrigée, j'ai bien considéré. Parce qu'en général, je ne suis pas injuste dans, dans les corrections. Et normalement, j'essaye de suivre les critères. D'accord? Et comme ça, si vous voulez contester, normalement, j'arrive à expliquer la note à partir des critères. Donc, je ne suis pas très subjectif. Je ne suis pas subjectif ou pas très subjectif dans la correction que je fais. D'accord? J'essaie d'être le plus juste possible. D'accord. D'accord. Mais merci aussi à Eric pour ce partage, pour ce témoignage. Et pardon, je sais que je dépasse un petit peu de l'horaire ici, mais c'est ça, Eric. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux pour vous aider à cibler l'objectif d'analyse pour rendre possible condenser les informations en 5 pages. D'accord? Et Eric, comme je vous ai dit, une page introduction, une page conclusion, c'est plutôt une référence parce que ça dépend du travail. Il y aura des dissertations dans lesquelles on arrive à faire une introduction d'un paragraphe et la conclusion d'un paragraphe, donc on aura un peu plus d'espace pour la discussion. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter individuellement. OK? Je suis toujours ouvert à cette possibilité. Par exemple, je vous ai donné l'exemple de l'interview pour l'exposé oral. C'est quelque chose qui m'a été proposé par les élèves. Je n'avais pas pensé à une interview. Et ces 2 élèves m'ont cherché et m'ont proposé l'idée de l'interview. J'ai dit oui, parfait, c'est bon. Et elles ont eu une très bonne note pour cet exposé sous la forme d'interview. D'accord? Donc, je ne sais pas, je pense qu'on peut terminer là aujourd'hui, parce que peut-être vous avez un autre cours à 10 heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le canal, le canal général. Et comme ça, je vais vous répondre. Et aussi, je vais corriger le programme. Il y a une date qui n'est pas correcte. Et voilà, on se tient en contact sur la plateforme. D'accord? Et je m'arrête là, mais si vous pouvez rester encore un petit peu et vous avez des questions à me poser, je peux les répondre là tout de suite. Mais si vous avez un autre cours là tout de suite, vous pouvez quitter, c'est pas grave. Je ne vais pas être triste. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à me demander, a une question à me poser? Monsieur Lazaro,
Et, quand nous aurons l'occasion de choisir l'œuvre de la... Maintenant, je vais terminer le cours et je vais partager les liens qui donnent accès au tableau sur Google Drive. J'ai une question personnelle à demander Oui. à vous, mais je préfère parler sur le chat. D'accord. OK. Ah. OK. Pour les autres, c'est bon? Ça va? Et donc, je vous souhaite la bienvenue, encore une fois. Et voilà, j'espère qu'on va s'amuser à lire des trucs intéressants. D'accord? Merci, professeur. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci Anna-Caroline, Merci, Edith, bonne Bárbara, journée. Laetitia. Merci. Oui, c'est Bonjour. vraiment très bien expliqué. Ok, merci Erika, Taina. Au revoir et à la semaine prochaine. Mais avant, on va s'échanger des messages ici sur la plateforme. Ok. J'arrête là l'enregistrement. Je cours.